Oui, parce que j'ai eu le plaisir de te recevoir l'année dernière pour la sortie de ton premier livre, donc la République des pirates. Et on espérait ardemment te recevoir là, au mois d'avril là, pour le second, pour l'écume des lames. J'étais Mais prêt, mais voilà, bon, ce sera reporté, c'est pas. Voilà, on fera, on fera avec. Donc, tu es au Soudan, raconte-nous là, très rapidement. je suis Comment toi tu effectivement vis le au confinement là-bas? Soudan. La situation est un peu particulière parce que le système de santé est fragile, évidemment, situation à l'africaine. Donc, le Covid ici pourrait créer des ravages. Pour l'instant, c'est bien tenu à peu près. Donc, voilà, le vrai problème de l'éloignement Soudan-France, c'est que on s'inquiète beaucoup pour les autres et qu'on a un sentiment d'impuissance. Parce que même si on est en France, bloqué, confiné, on se dit que si quelqu'un a un problème, on pourra toujours faire quelque chose. Et moi, c'est clair, je ne pourrais rien faire puisque l'aéroport est fermé. Donc voilà. Mais mis à part ce léger problème, franchement, ça ne change rien. Moi, j'avais prévu d'écrire donc le 3 des pirates, donc c'est celui qui suivra l'écume des lames. Et j'avais besoin d'être un peu seul. Alors là, je suis vraiment servi, quoi. Ok, très bien. Alors, j'ai relu donc la République des pirates là en cette période de confinement et quel bonheur, Jean-Marie, mais quel plaisir. On s'amuse et à mon avis, toi en tout premier lieu donc avec cette histoire. Voilà. Ton livre est un véritable antidote donc à la morosité ambiante. C'est une lecture que je recommande à tous ceux qui veulent de l'action. Il y a tous les ingrédients donc du roman d'aventure, la mer, l'action, un héros courageux, romantique et idéaliste, un équipage bigarré, des pirates, de la poudre, du rhum et un trésor, le trésor de Morgan, avec en prime de l'humour et un zeste d'Homère. Voilà. C'est dans la lignée des grands maîtres du roman d'aventure, d'un Alexander Kent avec Richard Bolito et d'un Patrick O'Brien avec les aventures de Jack Aubrey. Alors, n'hésitez pas et embarquons tous ensemble sur le Rhône avec Jean-Marie Kemner. Voilà. Ouf. Ouais, avec ça, je suis servi. Non, non, c'est trop. C'est trop. Ah non, ah non. La vérité est vraie, puisqu'on est juste entre nous et tout plein de gens. Je salue mon fils, mon frère et les cousins en Bretagne. La vérité vraie, c'est qu'en fait, j'écris, je me fais plaisir. Donc, j'ai grandi avec Alexandre Dumas, avec évidemment C.S. Forester pour le côté marin, Walter Scott et ces histoires-là, Capitaine Fracasse. En fait, toutes ces histoires-là m'ont fait rêver. Et quand il s'est agi d'écrire une saga avec un pirate, évidemment, je l'ai fait naître à Carnac, mais une saga sur les pirates, j'ai rien fait d'autre en fait que d'utiliser mon cerveau enfantin et essayer de me faire plaisir. Et je suis toujours très très surpris, et c'est vraiment honnête et sincère. Je suis toujours très surpris de savoir qu'il y a plein de gens qui peuvent rentrer dans mes petites histoires parce qu'en fait c'est mes petites histoires, quoi. Donc c'est juste une surprise permanente, quoi. Tout à fait. Oui, parce que tu ne nous avais pas habitués à ça. Précédemment, tu avais écrit d'autres ouvrages, donc des documents Sur le sur la Rwanda, salle. sur le Liban, sur la Syrie. C'était Non. mon ancien métier, j'étais correspondant de guerre, donc j'écrivais sur mes terrains de jeu, et c'était hélas beaucoup moins inventé et hélas beaucoup plus dramatique. Ouais. Voilà, là, c'est la totale liberté, hein, comme Voilà. ces gens-là, voilà, comme ce qu'on appelle ce que tu as appelé les gueux de mer, hein, comme eux s'appelaient. Voilà. Alors, ils Alors, s'appelaient les gueux de mer, les hommes de fortune, et surtout ils s'appelaient les hommes libres. C'est en fait toute l'histoire de la piraterie, c'est une histoire de liberté. tout à fait. Donc, là, une petite question, ton héros donc, est breton et carnacois, et comment s'est-il retrouvé, donc, enrôlé malgré lui dans l'équipage de Jack Rackham? Ah, en fait, ça c'est dans le premier, c'est dans la République des pirates. Oui, en fait, il faut savoir qu'à l'époque, on est au début du XVIIIe siècle et l'essentiel du commerce entre les Antilles et la France, pour faire simple, c'est un commerce terrible, c'est un commerce triangulaire, donc un commerce de négriers. Et il faut savoir que nos amis pirates, je veux bien qu'on les mythifie un peu et j'y participe d'ailleurs d'une certaine façon, mais ils étaient pas tous absolument adorables, et très notamment, les pirates se faisaient négrier quand ils arrivaient à attraper un bateau négrier. Ils n'hésitaient pas 30 secondes, ils vendaient les esclaves sur le marché.
C'est ça aussi la piraterie. Il n'y a pas que des belles histoires. Et mon ami Yann Kermadec, donc le héros récurrent de mes livres, va se retrouver en fait un peu à contresens d'un XVIIIe siècle qui naît, c'est-à-dire que lui tombe amoureux d'une métisse, et il a grand cœur, il va essayer de fuir, et évidemment en fuyant, il va tomber dans les filets de Rackham, puis de Barbe Noire, parce qu'en fait, il a une qualité que peu de gens avaient à l'époque, c'est qu'il sait lire, écrire et compter. L'anglais et le français. Et à l'époque, mon Dieu, on savait surtout chez nous en Bretagne, on savait assez peu lire le parler, le français déjà, on savait très peu le lire. Quant à avoir des notions de comptage, de comptabilité, j'allais dire, même si de comptabilité, on n'en avait pas du tout. Or, sur les bateaux pirates, les pirates passaient leur temps à chercher à l'artisan qui leur manquait. Ça pouvait être un maître voilier, ça pouvait être un charpentier de marine, et ça devait être un comptable. Il y avait toujours un comptable à bord pour compter simplement la marchandise et faire le partage. C'était très important. D'ailleurs, j'en profite pour la petite minute culturelle kéménaire. Quand on dit prendre son pied, c'est une expression qui vient directement des pirates, parce qu'en fait, c'est prendre un pied de butin. C'est un pied, c'était une mesure. Donc l'expression est restée, mais les pirates l'utilisaient constamment. Prendre son pied pour un pirate, c'était absolument pas s'occuper de la chair, c'était juste prendre une part de butin. Voilà d'où vient l'expression prendre son pied. D'accord, très bien. Donc, j'en reviens un petit peu au premier livre pour placer un petit peu les éléments. Tu nous parles d'une république des pirates. Est-ce que c'est une utopie, une réalité? Est-ce qu'elle a existé? Une réalité. Elle a existé, elle a été chroniquée avec de nombreux témoignages par un certain Daniel Defoe, excusez du peu, qui a écrit Histoire des pirates anglois de l'île de Providence. Donc l'île de Providence, en fait, c'est Nassau, c'est les Bahamas. Hein. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en 1713, le problème des pirates, c'était de stocker leur butin. Sachant que les butins, ça pouvait être des balles de coton, d'indigo, c'était pas forcément de l'or et de l'argent. Hein. Ça pouvait être du riz, enfin, c'était des marchandises. Ils avaient rien pour stocker, leur bateau n'était pas assez costaud et il fallait qu'ils stockent. Un pirate plus malin que les autres a approché le gouverneur de l'île de Providence en lui expliquant que s'il prenait une petite part, peut-être qu'il pourrait laisser sa marchandise à Providence. Le gouverneur accepte évidemment, se fait corrompre, ça commence à savoir tout autour, et tous les pirates viennent déposer leurs marchandises là. Le gouverneur très riche fout le camp et laisse l'île sans personne pour la gouverner. Les pirates se réunissent et mettent au point un conseil des pirates qui va administrer l'île. Mais ce n'est pas une île de pirates, il n'y a pas que des pirates sur cette île. Il y a des planteurs, des commerçants, des artisans, tous les corps de métier de l'époque. C'est pas une île qui est constituée de pirates. Mais dans les pirates qui la gèrent, il y a quand même Rackham, Barbe Noire, Hornigold, Charles Vane, qui sont des noms mythiques de la piraterie du début du XVIIIe siècle. Donc c'est une histoire vraie. Tout cela va tenir 15 ans. Et au bout de 15 ans, l'Angleterre, qui en a d'abord marre parce que l'île appartenait à l'Angleterre, qui en a marre de voir son île sans quitter le royaume, et surtout qu'un nid de pirates pareil, ça coupe quand même toutes les routes commerciales. Il faut savoir qu'ils allaient de Rhode Island jusqu'au Brésil, c'est-à-dire qu'ils coupaient toutes les routes commerciales. Ben, l'Angleterre envoie un chasseur de pirates qui s'appelle Woodes Rogers, qui a une petite particularité, et là on rejoint Defoe, et j'arrête là avec mes petites histoires, il ne faut pas me lancer là-dessus, sinon j'arrête pas, mais c'est que Woodes Rogers, avant d'aller chasser tous les pirates et de les tuer, il les a tous tués, il avait essayé de chasser un galion espagnol. Et en chassant ce galion espagnol, il retrouve, pour faire de l'eau, sur une côte du Chili, sur une île du Chili, il retrouve un marin écossais qui s'appelle Alexander Selkirk. Et Alexander Selkirk, lui, a déserté son bateau 4 ans avant et a vécu pendant 4 ans seul sur son île. Quand Defoe commence à travailler sur les pirates, il travaille sur Woodes Rogers. Quand il travaille sur Woodes Rogers, il entend parler d'Alexander Selkirk et il nous fait ce chef-d'œuvre absolu qui s'appelle Robinson Crusoe. En fait, Robinson Crusoe, pour de vrai, comme disent les enfants, c'est un marin écossais qui a été retrouvé sur une île du Chili. Bravo, super, merci. Alors, dans le premier volume donc, se termine sur un retour à Karnak pour Yann Kermadec. Et dans le deuxième, alors, qu'est-ce qui se passe?
il repart, il reprend la mer, qu'il en avait assez d'être à terre. Raconte-nous. D'abord, c'est un marin et on va en parler souvent dans notre petite réunion, mais la piraterie, le point de départ de la piraterie, c'est un synonyme de liberté. Ces gens-là étaient libres, libres d'être des salopards quand ils devaient l'être ou quand ils pensaient qu'il fallait l'être, mais des hommes libres. On est au début du XVIIIe siècle, il n'y a pas une république, il n'y a que des royaumes, et on parle d'anglais, de français, de hollandais, d'espagnol, de portugais, j'en oublie, mais on parle de ces royaumes-là. Yann Kermadec, c'est un breton, il a la mer en face, il est de Carnac, il est libre. Et il fallait aussi, dans tout ce début du XVIIIe siècle, qu'on ait une amorce de ce qui allait se passer, et on le sait bien, nous, en France, hein, en 1789 et avant, avec les Lumières. D'ailleurs, c'est pas trahir mes livres que de dire qu'à chaque fois, il y a Voltaire dedans, c'est pas pour rien. Et donc, Yann Kermadec, il se veut homme libre, donc il doit partir. Et tu le sais bien, Alexandre, tu es à Quiberon, tu as la mer en face, c'est la plus grande des libertés, c'est d'aller sur l'eau, que ce soit chez toi à Quiberon, chez nous, et de se dire, et si je veux, je vais en Papouasie-Nouvelle-Guinée sur mon bateau parce que je suis libre. En fait, il va falloir qu'on se rende tous compte que la Terre, c'est qu'une île et que l'essentiel, c'est la mer. Donc, on est tous libres. Et Yann Kermadec, il est sensible à ça et il va partir dans le 2 pour aller chercher notamment un diamant maudit qui a vraiment existé, qui s'appelle le Sancy, et qui a porté malchance à tous ceux qui l'ont eu. Et pour la petite histoire, la dernière à l'avoir eu en France, c'est Marie-Antoinette, et évidemment, ça lui a pas porté tout à fait chance. Et c'est vrai que c'est Louis XIII a récupéré ce diamant, qui est en fait un diamant réellement maudit. Pour l'histoire, évidemment, je modifie un peu la réalité et je demande à mon héros d'aller le chercher à Carthagène. Ok, bravo. Voilà. Qu'est-ce que tu as mis de toi dans, parce qu'il y a des grandes similitudes, je pense, entre toi et Yann Kermadec. Qu'est-ce que tu as mis de personnel et qu'est-ce que ça t'a permis effectivement Je vais te dire un secret pour ceux qui n'ont pas lu mon livre. Je résume assez vite. Yann Kermadec est un orphelin en fait qui a été élevé par un curé, le curé de Carnac, évidemment. L'église de Carnac s'appelle Saint-Cornélie, donc le recteur, comme on dit chez nous, de Carnac. Ce recteur préfigure justement ce début du XVIIIe et ce qui va se passer au XVIIIe. C'est un recteur, certes très croyant, mais qui, disons, est un brin libertin. Qui est un voilà, qui est un homme du XVIIIe siècle, plutôt du milieu du XVIIIe siècle que du début du XVIIIe siècle. Ce curé-là, ça aura son rapport à Dieu, son rapport à l'homme, je m'y reconnais plus. Donc en fait, pour répondre à ta question, je me reconnais plus dans le père de Yann Kermadec. Ça doit être la barbe blanche, les cheveux blancs, bon, que dans Yann Kermadec. Yann Kermadec, c'est forcément il y a 2 mois, mais j'en suis totalement inconscient en fait. Je ne sais pas ce que j'ai mis de moi dans Yann Kermadec. Et pour dire une chose absolument ultime, ce qui est tout à fait vrai, je ne sais même pas à quoi il ressemble. Je le décris jamais. D'abord parce que je souhaite que les gens puissent le décrire eux et pas moi, donc qu'ils s'approprient complètement mon héros. Et ensuite, j'ai peur si je le décris, j'ai peur de le limiter. Donc, je ne le décris pas. Donc, Yann Kermadec, c'est moi, c'est mes amis, c'est ma famille, c'est mes fils, c'est mon père, c'est un homme constitué de tous les hommes de ma vie. Et sa femme, Médéline, c'est une femme constituée de toutes les femmes de ma vie. J'ai du mal à trouver un personnage et à le décrire vraiment complètement. Je me sentirais un peu à l'étroit, en fait, si j'étais trop précis dans le truc. En revanche, mes bouquins sont évidemment truffés de gens vrais, qui existent vraiment, qui sont généralement mes amis, parce que c'est toujours sympathique de mettre un nom d'ami dans un livre. Mais là, encore une fois, je brouille les pistes parce que je m'amuse très souvent à en faire l'exact opposé de ce qu'ils sont, que ce soit physiquement ou de caractère. Mais j'ai passé ma vie de journaliste à décrire des choses vraies et je dois te dire que je suis un nouveau romancier et je profite de ma liberté de romancier à fond. Et donc, j'évite de m'enfermer dans le cadre de « je connais, donc je décris ». Sur les personnages, ça ne me va pas. Je préfère les inventer complètement.
tout à fait d'accord. Mais les personnages, tu les as créés, bien sûr, mais après, ils prennent vie tout seuls ou est-ce que, au contraire, c'est toi qui Non, mène la il bouge barque? tout seul. Comment ça se passe pour toi, Alors, ça se l'écriture passe très concrètement. Voilà comment ça se passe. Quand je commence un livre, je mets environ 20 chapitres et donc je mets 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, jusqu'à 20 et je mets des mots clés qui doivent me permettre de suivre mon fil. Normalement, passé le troisième chapitre, je suis déjà complètement hors du cadre. Parce qu'en fait, mes personnages, ils vivent leur vie complètement et intégralement. Ils m'échappent intégralement. C'est toute la beauté de la chose, c'est qu'en fait, on crée des... Pardon, je vais enfoncer une porte ouverte parce que d'autres écrivains ils l'ont dit bien mieux que moi, mais en fait, on crée des enfants et les enfants vivent leur vie un peu tout seuls. On les a éduqués, donc ils emportent une part de nous, mais ils vivent leur vie un peu tout seuls. Et ben, les personnages, c'est un peu la même chose, et c'est même bien pire parce que eux, ils vivent leur vie immédiatement. On n'a même pas la chance de les avoir bébés. Et mes personnages m'échappent totalement. Et typiquement, quand je revois ce que j'ai prévu après, je suis complètement perdu parce que je me dis non, c'est pas possible. Ils sont partis là, je pourrais jamais les ramener là. Donc je les laisse partir. La seule contrainte que je leur impose, c'est de commencer à Karnak et de finir à Karnak. Pour le reste, ils vivent leur vie et je suis le plus heureux des hommes. En fait, l'écrivain, au bout d'un moment, quand il a bien créé ses personnages, à mon avis, il ne sert plus à grand-chose. Hein. Il n'a plus qu'à taper sur son ordinateur. Les personnages bougent tout seuls, ça devient presque normal et parfois même, ils font des trucs, je m'y attends pas et je trouve ça assez génial, leurs idées, quoi. Ouais, vraiment. D'accord. Donc oui, ils grandissent tout seuls. Ils arrivent à maturité et puis ils vivent leur vie totalement. Exactement. Bravo. Bravo. Euh, dans le deuxième, donc tu nous as parlé du diamant, effectivement. Et Yann Kervadec avait aussi une autre mission, Ouais. rechercher ce diamant. Quelle était-elle? Euh, En fait, c'est une époque compliquée. Alors tout est là. Sa mission, c'est effectivement d'aller chercher le diamant, mais il faut qu'il cache cette mission parce qu'évidemment, en fait, mon héros va devenir. Il était pirate dans le premier. Il est un peu corsaire là. Donc, il va travailler en fait pour le ministre de la Marine de Louis XV et la France à l'époque. C'est une histoire de dingue qui est très très bien racontée dans un livre qui est sorti chez Perrin d'ailleurs. C'est Louis XV tout jeune doit au départ se marier avec l'infante d'Espagne. Mais le mariage capote, je ne vais pas commencer à le raconter ici, c'est trop compliqué, le mariage capote, et il finit par se marier avec quelqu'un d'autre. Et c'est le moment où la France et sous la Régence est en train de travailler énormément. Et mon héros doit s'assurer que la France ne part pas en vrille. Et dans toute cette histoire-là, il y a une autre histoire vraie qui n'a rien à voir. C'est en fait, il y a un monsieur qui s'appelle Gabriel Leclieux. Et Gabriel Leclieux est un fou de Martinique. Et c'est un militaire, il a été militaire en Martinique. Et quand il visite les serres du roi, il découvre qu'il y a un plan qui a été donné au roi Louis XIV par les Hollandais qui s'acclimaterait très très bien en Martinique et c'est un plan de café. Et ça, c'est toujours vrai, il va en voler. Il va voler ce plan de café. Et officiellement, mon héros sera chargé d'aller convoyer ce plan de café jusqu'en Martinique avec Gabriel Leclieux. Et dans un passage, je raconte comment il y a eu un espion hollandais qui a essayé de voler ce plan de café jusque sur le bateau qui transbordait ce plan de café. Tout ça est une histoire totalement vraie que je m'approprie. Je le fais sur le bateau d'Yann Kervadec, sur le Rhône, donc c'est le nom du bateau d'Yann Kervadec. Mais c'est une histoire vraie. Et la Martinique, à l'époque, et pendant 50 ans, était la capitale du café des Antilles. Alex, tu es toujours avec moi? Ah, je Je crois crois. qu'il y a une petite coupure son, donc je vais revenir Ouais, très brièvement. Je crois qu'on a perdu Alexandre. on a perdu Alex, il va revenir. Je ne sais pas s'il fait toujours beau à Quiberon, en fait.
Il fait toujours beau en Bretagne, plusieurs fois par jour. Donc, le temps que Alexandre revienne sans panique, j'ai une question qui a été posée sur le fait que ton livre pourrait très bien faire une adaptation BD. Est-ce que tu as pensé à t'approcher de dessinateur pour le construire en BD? Oui, j'aimerais bien, j'aimerais beaucoup, j'aimerais énormément. Euh, le livre, c'est que Alexandre est là, tu nous entends ou pas, Alexandre? Ah oui, très bien. Moi, très, très bien. Voilà. La On va laisser. connexion est bonne pour moi. D'accord, non, non, nous on t'avait perdu, donc je laisse juste répondre. Jean-Marie il va comprendre et moi je m'en vais, je vous relaisse. Ok, donc, merci. une adaptation BD, oui, absolument. Et le problème, c'est que je suis un peu nouveau dans le livre. Quand je dis je suis un peu nouveau, enfin, dans le roman, tout à fait. Et je ne connais pas grand monde et je n'ai pas les contacts suffisants. Mais profitons de ce moment pour faire un appel à la population. Si quelqu'un veut faire une BD ou une adaptation de mon livre, mon Dieu, mais avec grand plaisir. Je rêve de faire une BD effectivement de mon livre parce que il y a notamment l'épervier qui me paraît être un peu dans le même univers. Et je pense que ça pourrait assez aisément s'adapter en BD. En tout cas, j'en serais très content. L'idée est formidable, hein. Moi, je trouve ça absolument génial. J'y avais pas pensé du tout. Effectivement, parce que Moi moi, non j'étais plus, mais en j'aimerais bien, tête. ouais, c'est une bonne idée. Voilà, mais je trouve qu'effectivement, là, dans mon rayon BD, ce serait extraordinaire. Voilà. Il y a un beau. Voilà. Est-ce que tu veux, Jean-Marie, nous parler un petit peu de cet équipage qui est absolument bigarré, Alors, étonnant. Il y a des femmes qui se travestissent, qui se déguisent en hommes pour ne pas se faire. ça, c'est les vrais. Il y a Anne Bonny et Marie Reed. Mais Anne Bonny et Marie Reed ont vraiment existé. Ce sont deux pirates, femmes. Franchement, j'aurais 250 ans de moins, je serais red dingue des deux. Elles étaient assez fabuleuses, les deux. Je ne vais pas vous raconter leur vie. Faut lire le premier parce que je raconte vraiment leur vie dans le premier. Dans la République des Pirates. Et elles font partie de mon équipage. Ce sont deux femmes qui ont passé effectivement leur vie à se travestir, à se faire passer pour des hommes. Anne Bonny s'appelait Adam sur les bateaux et Marie Reed s'appelait William sur les bateaux. Ce sont deux femmes exceptionnelles. Quand les Anglais finissent par les prendre, il y a 40 marins anglais qui montent à leur bord. À l'arrivée, il n'y en a plus que 17 qui sont en vie. Les deux, à coups de sabre, ont tué 23 Anglais, à elles toutes seules. Il se trouve qu'Anne Bonny était une amie très chère de Jack Rackham. Elle a même eu un enfant de lui. Et à cette époque-là, Jack Rackham va être pendu à Providence. Donc, il est en prison, c'est son dernier jour, et sa femme a un droit de visite. Donc, Anne Bonny a le droit d'aller le visiter. Et il est là, effondré dans… Ce que je raconte, c'est Defoe le raconte, hein, et c'est chroniqué dans les chroniques au musée de la Marine nationale, de la Marine royale britannique. Et donc, Anne Bonny arrive et trouve son mari en train de geindre, de pleurer. Bref, c'est pas très pirate tout ça. Il n'est pas content. Il va se faire prendre. Il pleure beaucoup. Et là, elle se redresse et elle lui dit si tu t'étais battu comme un homme, tu serais pas mort comme un chien. Et elle part. Il ne la reverra plus jamais. Elle est enceinte de lui. Voilà. Ça, c'est mes deux femmes qui ont vraiment existé. Dans mon équipage, je mets aussi un certain Fingald O'Flaherty, qui se trouve être irlandais, chirurgien. Alors attention, un chirurgien de bord, la plupart du temps, c'était des bouchers. Mais lui, non, il a 2-3 notions. Maître artificier, il adore jouer avec des explosifs. Et il a une petite particularité, c'est dès qu'il est bourré, il cite Shakespeare qu'il connaît sur le bout des doigts. Donc nous avons un Shakespearien. Nous avons évidemment la très belle Médeline. Médeline, c'est la femme de mon héros. C'est une métisse. Elle a été esclave. Elle ne l'est plus. Il l'a libérée. C'est une femme magnifique. Je l'adore, elle, parce qu'elle est pleine de fierté. Elle est guerrière africaine avec tant de beauté. Enfin, bref, elle, même chose. Je sais même pas comment elle existe toute seule. Elle se débrouille très bien. Moi, j'ai besoin de rien avec elle. Et elle a un oncle qui fait partie de l'équipage qui s'appelle Abiola,
qui lui a été esclave, s'est enfui, etc., qui est un espèce de titan noir, un type d'une puissance extrême, très fort, très vaudou, et qui a la particularité de tenir un estaminet sur l'île de Providence qui, disons que l'alcool est un peu lourd et que les dames y sont un peu légères. Et voilà mon équipage. Voilà mon équipage, auquel il faudra ajouter Henri, qui est connu Mousse à l'époque de la République des Pirates, et qui va intégrer l'équipage, et 2 Bordelais qui s'appellent Michel et Étienne. Je le dis pour nos amis bordelais. Michel et Étienne, parce que pour ceux qui connaissent la Boétie, je n'ai pas pu m'empêcher, je les ai appelés Michel et Étienne. Voilà. Bravo, bravo. Eh bien, écoute, c'était super et puis c'est une très belle conclusion à cet entretien. Merci Alex. Allez, si vous allez chez nous dans le Morbihan, vous allez à Quiberon, vous allez à la librairie Port-Maria, vous allez voir, vous y allez délicieusement reçu, il y a tout, il y a même plus que ce qu'il en faut, c'est juste génial. Allez voir Alex à la librairie Port-Maria à Quiberon, s'il vous plaît, et allez dans les librairies quoi qu'il. Oui, c'est bien d'aller dans les librairies, d'aller à la rencontre des libraires, parce que je pense que les librairies, on ne le dit jamais assez, c'est un lieu d'échange. Exactement. Je referme la parenthèse. J'ai beaucoup de questions pour toi, Jean-Marie. Donc, une, elle va te parler. Quelqu'un dit que tu écris comme Frédéric Fajardi et ses foulards rouges. Es-tu un écrivain de gauche et l'idéal de la République des pirates n'est-il pas celui des libres penseurs? Mon Dieu, quelle comparaison merveilleuse. Fajardi, c'est un monstre sacré. Alors certes, très marqué politiquement, mais il a cette écriture d'une puissance, d'une précision. Moi, j'aime beaucoup. J'essaie de mettre mes pas. J'essaie de voler le souffle de Dumas, j'essaie de voler les sentiments de Stendhal, j'essaie de voler le romanesque de Walter Scott, et je suis un voleur des grands. Je leur arrive à peine, mais c'est même pas à la cheville, au petit orteil. Fajardi fait partie de cela, et j'essaie juste de transposer dans ces romans, pour être plus sérieux que tout ça, le sentiment, ce petit moment très très rare, j'en parlais tout à l'heure, où juste quand on monte sur un bateau et quand on prend la mer, ce sentiment de se dire je n'ai plus de limite. La limite, c'est l'océan. C'est énorme. Et ce sentiment-là, si on le retourne en soi et si on arrive à avoir cette idée de la liberté, je fais un parallèle avec ce qu'ont dû ressentir nos Lumières quand ils ont imaginé, travaillé, philosophé la liberté. C'est pour ça que je reviens toujours à la liberté. Et en fait, si je veux être un peu prétentieux, Fajardi, oui, mais le côté liberté. Pas libertaire, mais liberté, oui. En tout cas, je te rassure parce que j'ai plein de messages comme quoi les gens ont été embarqués. Donc, tu as très bien fait ton exercice et c'est vrai que tu nous as tous embarqués dans l'aventure. Il y a quelqu'un qui voudrait savoir s'il y a des pirates qui ont fini leur vie entourés de leurs petits-enfants ou ils sont morts. Est-ce que tu as des exemples de pirates qui ont pu… Il y en a un très fameux avant les miens, c'est à la fin du XVIIe siècle, qui s'appelait Morgan. Très très célèbre, il a pillé Maracaibo, il a fini richissime, et en fait ce qu'il a fait, c'est qu'il était très recherché par la couronne d'Angleterre, et il a promis à la reine d'Angleterre la moitié de son trésor si elle lui accordait une grâce, le nommait lord et lui foutait la paix. Elle a accepté, elle a pris la moitié de son trésor et il a fini dans son lit très riche, alors que c'était l'un des pirates les plus sauvages qui existaient à cette époque-là. Maintenant, la plupart des pirates, la durée de vie, c'était 2 ans. Au bout de 2 ans de piraterie, on mourait. La plupart du temps, d'ailleurs, pas tant des combats, mais beaucoup des maladies et d'une hygiène absolument déplorable. Très rares sont les pirates qui sont morts dans leur lit, en fait. Vraiment, il y en a pas beaucoup. Ouais. J'ai une autre question concernant ta vie de journaliste. Qu'est-ce qui reste du journaliste qui est en toi quand tu écris un livre? Ou qu'est-ce qui reste du journalisme, à ton avis, quand on écrit un livre aussi? L'évidence même, c'est les combats. Ouais. J'invite les gens à lire les combats que j'essaie d'écrire et on va pas plomber l'ambiance, mais un combat, c'est un combat. Et voilà. Il reste de moi également probablement…
le fait que quand je décris quelque chose, typiquement, il faut me voir, je vous explique, quand je décris un combat, je me mets dans un coin, je prends un sabre fictif et je me bats et je mime le combat jusqu'au moment où je suis satisfait. Et à partir de là, quand j'ai mimé mon combat suffisamment dans ma tête, je commence à visualiser, là, je peux commencer à écrire. En fait, et quand je décris un personnage, je crois le voir en fait. Si j'étais doué en dessin, ce qui est vraiment pas le cas, je suis épouvantablement mauvais, je pourrais dessiner mes personnages parce que je les vois. En fait, je les vois. Donc, je décris ce que je vois. Mon imaginaire est ma toile, mais j'arrive assez bien à voir ce que j'imagine. Ça tombe bien que tu parles de dessin, parce que je voudrais qu'on s'arrête 2 minutes sur tes fabuleuses couvertures, et je sais que ça te tient à cœur. Est-ce que tu peux nous parler de sublimes couvertures? Ouais, elles sont magnifiques, regardez ça. Voilà, c'est magnifique, c'est somptueux. C'est la directrice artistique de Plomb qui fait ça, Véronique, et elle est extrêmement doué et je tiens, tant qu'on est là, à remercier également, parce que lui, on n'est pas au César, hein, je ne vais pas remercier tout le monde, parce que lui a participé à la création de cette couverture parce qu'il a ce tempérament un peu artistique. C'est Grégory Berthier, qui est mon éditeur et qui a participé directement au choix de ça. Et notamment, alors je vais la remontrer parce que je ne sais pas si vous voyez bien, mais elle a un bleu exceptionnel. Il est sublime. Je suis pas un peu marin pour rien, moi le bleu ça me plaît, et là celui-là il est sublime quoi, il est juste sublime. Donc voilà, et c'est juste, Nathalie tu le sais, Alexandre tu le sais aussi, mais c'est juste dire aux gens, le livre c'est pas un auteur, hein, c'est une DA, c'est des correctrices, c'est un éditeur, une éditrice, peu importe, c'est toute une chaîne qui est durement atteinte aujourd'hui, jusqu'au libraire. Et par-delà le libraire. Et voilà, donc les auteurs n'ont pas le droit de revendiquer autre chose que leur petite part de boulot, c'est bien, mais il y en a plein avant, il y en a plein après, et ceux-là, spécialement en ce moment, j'ai une grosse pensée pour eux. Ouais. Merci pour eux, merci pour nous les libraires. J'ai une autre question. Est-ce que pour toi, alors je vais juste demander à la personne qui vient de se connecter. Pierre-Olivier, il faut que tu éteignes ta caméra et ton audio. Ah, je pense que tu peux l'engueuler, c'est parfait. Bon, on n'engueule jamais un ami belge, on ne sait jamais de quoi il est capable. Donc voilà, est-ce que c'était important pour toi d'avoir un héros récurrent dans tes 2 livres, ou est-ce que tu voulais juste… Parce que Ruffin fait ça, il a un héros récurrent, mais après ce sont des histoires différentes. Parce qu'il y a des gens qui demandent s'ils peuvent lire ton premier livre, donc ton second là, L'écume des lames, sans avoir lu le premier. Est-ce qu'il y a vraiment une suite logique? Est-ce que c'est vraiment une trilogie? Non, pour faire court, c'est oui et oui. C'est-à-dire, est-ce que mon héros est récurrent? Oui, bien sûr, c'est toujours le même dans cette histoire de pirate. J'y tiens, c'est mon bébé, je ne vais pas le jeter avec l'eau du bain. Je sais pas, il vit. Mais c'est un truc de dingue, hein, ces histoires-là, parce que typiquement, moi, quand il m'arrive quelque chose, je suis à me demander, mais qu'est-ce que ferait Yann Kervadec dans mon cas, quoi. C'est un retournement complet. Je me demande ce que mon personnage va faire à ma place quand je vis quelque chose de vrai. Donc, j'y tiens. C'est une schizophrénie assez terrible. Donc, j'y tiens à ce héros, ouais, j'y tiens beaucoup. Mais, en revanche, je me suis interdit de faire une suite dans le sens, si on n'a pas lu le 1, on ne peut pas lire le 2. Et typiquement, je suis en train d'écrire le 3 et on pourra lire le 3 sans avoir lu ni le 1 ni le 2 parce que c'est pas juste, je peux pas obliger les gens en conscience à acheter le 1 puis le 2 puis le 3 non, je souhaite, j'espère y arriver, que les gens puissent se mettre dans le 2 comme ils se mettent dans le 1 mais sans avoir lu le 1 et j'y tiens vraiment. Ce sont des histoires, à chaque fois que je reprends, je raconte doucement, on comprend la psychologie des personnages, mais je ne souhaite pas faire des tomes 1, 2, 3 en fait. Je veux faire des aventures 1, ok, et puis une aventure 2 qui peut n'avoir rien à voir avec l'aventure 1, etc., etc. Tout à l'heure, on a parlé d'adaptation BD. Il y en a plein qui demandent s'il y aura éventuellement un film ou une série, parce que ça serait super adaptable aussi en série télé ou en film. Est-ce que tu as été approché et est-ce que ça serait un désir de ta part de vouloir transformer ce livre en film ou en série télé?
En film, je n'y ai pas pensé. Ce serait fabuleux. En série télé, ça a été travaillé. Je travaillais un peu là-dessus. Il y a eu des contacts ont été pris. Il y a déjà une série qui existe, qui est très voisine, qui s'appelle Black Sails. Mais qui invente parce que Black Sails est tombé aussi sur l'histoire de la République des pirates, donc ils inventent quelque chose, mais eux ils mettent les héros de l'île au trésor dedans, donc je sais que j'aime Stevenson, mais moi je me sentais pas de mettre les héros de Stevenson dedans, c'était trop. J'ai ouvert des discussions, j'attends de voir, ce sont des processus un peu lents, un peu longs, mais mon Dieu, si Amazon, Netflix, Apple, TF1, Canal nous regardent, je vous embrasse tous très fort et venez me voir, hein, je suis prêt. Hein. Pourrait-on imaginer un tome 3 ou 4 avec le destin solitaire de Medellin? Non. Selon toi, non? Non, c'est pas possible. C'est un amour absolu entre Yann Kervadec et Medellin. Amour qui est mis en danger dans l'écume des lames. Hop, là, pouf, on profite pour revendre mon 2. Mais ce sont deux personnes qui n'ont a priori rien à voir. Un petit breton de Carnac et une fille, fille d'esclave d'un côté et de propriétaire d'esclave de l'autre, violeur, hein, son père, donc pas un gentil garçon. L'une est noire, l'autre est blanc. Ils n'ont rien à voir et ils sont pour moi ce que l'humanité a de mieux, les deux ensemble. C'est pour ça que j'ai besoin des deux. Donc on ne séparera pas les deux. Et j'ai même presque envie de dire, en fait, mon équipage est un bout d'humanité tel que moi je la vois. C'est pas tel que moi je la vois. Et donc mon équipage, je tiens à ce petit bout de monde que je me suis inventé. C'est un petit bout de monde qui correspond à mes amis, c'est-à-dire à ma famille. C'est un bout de monde que j'emmène avec moi, sauf que là, je l'ai mis dans un bouquin. Donc, je voudrais que ce bout de monde reste comme ça, quoi. Parfait. Il y a quelqu'un qui voudrait savoir s'il y a une librairie française là où tu es et comment tu fais pour te procurer des livres. Est-ce que tu y arrives? S'il n'y a pas de librairie, est-ce qu'il y a un endroit précis pour trouver des livres? Il y a un endroit très précis, ça s'appelle ma valise. Ça me coûte généralement une tendinite et je me froisse tous les muscles. Donc, en fait, je rapporte les livres. Il y a une médiathèque à l'Institut français qui est remarquablement bien fournie ici. J'ai entendu dire qu'elle avait d'ailleurs la République des pirates et l'écume des lames dans ses rayons, c'est vous dire si elle est parfaite. Non, je rapporte mes livres. Ouais. Et par ailleurs, c'est un drame absolu parce que pour aller chercher mes livres, je vais évidemment chez un libraire et je fais comme tous ceux qui vont chez un libraire et qui s'y ont intéressé. Je prends les 2 livres qui m'intéressent, ceux pour lesquels j'étais venu, et 4 ou 5 autres que j'ai envie de lire parce que le libraire m'a donné envie de lire 4 ou 5 autres. Donc c'est un drame, c'est un drame absolu. Ça me coûte très très cher en excédent de bagages. D'accord. Moi, j'ai une petite question, et là, c'est le libraire qui va te la poser. Est-ce que ce que tu as mis dans tes livres, ce ne serait pas un petit peu le prolongement de l'enfance? Oui, bien sûr, évidemment. C'est le prolongement. Il y a des écrivains qui écrivent remarquablement bien sur l'impureté de la vie, sur, je veux citer personne, mais enfin sur la dépression de l'homme de 40 ans. C'est remarquable. Ça m'emmerde. J'aime pas ça. Pour reprendre une question qui avait été posée sur le truc de journaliste ou comment ça influe, ça influe aussi. Moi, j'aime les histoires. Je peux pas. Or, mon enfance, l'enfance, elle fait partie de nous et elle fait partie d'une histoire. Elle fait toujours partie d'une histoire. Quand on crée un personnage ou quand on rencontre quelqu'un, c'est pas la peine d'être freudien pour comprendre que son enfance influe quelque part. Évidemment, mais est-ce que le rêve, c'est l'enfance? Je suis pas sûr. Moi, je rêve quand j'écris mes bouquins. Je trouve ça génial. Et de vous avoir tous là, c'est un rêve éveillé. Donc, je rêve. Donc, si rêver, c'est l'enfance, oui. Mais je pense que les beaux rêves, ils se font avec la maturité, beaucoup d'échecs. Il faut se casser la gueule plusieurs fois pour rêver plus fort, quoi. J'ai une dernière question qui est assez intéressante. Est-ce qu'un jour, on verra un roman de Jean-Marie Quéméner qui ne se trouve pas dans une période historique? Oui, absolument. Vous verrez ça. C'est tout là. C'est tout là. Mais je suis un compulsif de l'écriture, donc
je n'arrête jamais d'écrire. Mais en revanche, je ne sais pas écrire pour rien. Donc, il y a mon futur roman. Après le 3 des Pirates que je suis en train de décrire, oui, ce sera un roman qui n'aura rien à voir avec les pirates ou quoi que ce soit du genre ou historique, etc. Et je tiens à préciser quand même que roman historique, c'est comme si vous mettiez un Banksy dans un cadre Louis XIV. Ça n'a rien à voir. Ne confondez jamais le cadre et la toile. C'est pas la même, quoi. C'est pas la même. Ça parle de pirates, mais je m'en voudrais d'être prétentieux, mais je suis presque sûr qu'en fait, les sentiments qui agitent mes personnages, ils n'ont pas 2 siècles du tout, quoi. Mais pas du tout, du tout, du tout. D'accord. Alors moi, j'ai plus de questions. Je vais relaisser la parole à mon cher confrère. Peut-être que lui, il en a une ou deux là. Alexandre, est-ce que tu as une dernière question à poser à Jean-Marie? Pas plus que ça. Ah, ça fait plaisir. Ouais, c'est sympa. Hein. Le Morbihanais était faire une interview avec un Morbihanais, c'est toujours compliqué. Non, mais Jean-Marie a répondu brillamment donc à toutes les questions et s'est prêté au jeu. Voilà, effectivement. Non, juste une dernière chose. Effectivement, tu parlais de l'intemporalité, effectivement, des sentiments humains. L'homme est, je pense, toujours le même de la préhistoire à maintenant, avec du bon, du mauvais, voilà. Il est avec le yin, le yang, tu sais bien, vous le savez bien tous, lisez Cyrano de Bergerac. Pourquoi Cyrano de Bergerac, ça nous remue à ce point-là? C'est un truc de fou, Cyrano de Bergerac. Enfin, moi, je lis Cyrano de Bergerac, je sors, j'attends de prendre un pot de fleurs sur la gueule et d'estourbir le moindre petit. J'attends Roxane. Cyrano de Bergerac, c'est un élan fou, quoi. Pourquoi? Parce que cet élan-là, ce Cyrano-là, il est hyper moderne parce qu'il est humain et très honnêtement, depuis que l'Homo est sapiens, je suis pas sûr qu'on ait beaucoup bougé à l'intérieur. Donc, on peut mettre toute l'époque qu'on veut à partir du moment où les personnages sont remués par les sentiments. Et s'ils sont pas remués par les sentiments, pardon, alors pourquoi écrire un livre? Il n'y a pas de ou alors on fait un document historique et là c'est encore autre chose, c'est pas mon cas. Ou alors on invente une histoire et on décide de la placer dans un cadre. Encore une fois, moi j'adore Banksy. Si je le vois dans un cadre Louis XV, ça me dérangera pas plus que ça. Je regarderai la toile. Je trouverai que le cadre est marrant. Donc on va conclure si Alexandre n'a plus d'autres questions. Juste dire, Jean-Marie, qu'il y a quelqu'un qui te fait dire que tu l'as bien déconfiné et que tu l'as amené très loin et qu'il avait l'impression d'être en bateau pendant 1 heure avec les copains. C'est adorable. Bienvenue à bord. Bienvenue à bord. Donc, voilà. Donc, je voudrais rappeler que ton livre L'écume des lames est disponible chez tous les libraires, notamment à la librairie d'Alexandre à Port-Maria à Quiberon, en précommande chez tous les libraires qui utilisent le Quick and Collect et les Drive. Vous avez toutes les infos sur je soutiens ma librairie.com. Une autre info pour tous les gens qui, pour la prochaine fois, c'est très très important que vous fermiez vos accès vidéo et audio pour le bon déroulé de la prestation en cours. Je rappelle que demain, on se retrouve à 17h30 avec Amélie Cordonnier pour Un loup quelque part, qui sera interrogée par Pascal Frey. Donc, on va clôturer cette petite rencontre qui était sympathique. Alors, attention, parce que ça pourrait être un petit peu violent. On va faire un plongeon dans la mer. On va tous se quitter. Ça va être, on va avoir un trou noir, mais on ne peut pas faire autrement. Donc, on vous embrasse. Et puis, Jean-Marie, merci beaucoup du Soudan. Merci Alexandre. Et puis, tous les autres, je vous dis à demain.